Bonjour, Madame Langelier. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Comme je vous l'ai dit, je vais vous présenter pour que les personnes puissent avoir un petit peu, avoir un avant-goût, là, un petit hors-d'œuvre de qui vous êtes. Puis ensuite, on va vous laisser la parole. Vous pourrez partager votre écran si vous avez du visuel. Et par la suite, ben, on pourra avoir une période de questions. Les gens seront invités à poser leurs questions soit dans le chat ou demander la parole. On vous permettra là, d'échanger avec les participantes et les participants. Alors, je débute ça avec votre présentation. Donc, Ève Langelier est détentrice d'un doctorat en ingénierie et est professeure, titulaire de la chaire pour les femmes en sciences et génie du CRSNG au Québec. C'est d'abord le désir de dessiner des avions qui l'a amené en génie mécanique. Moi, je vais certainement avoir une question là-dessus. Puis, c'est en génie biomédical qu'elle a poursuivi ses études afin de combiner son amour de la physique mécanique et de la biologie à son besoin de contribuer à améliorer la qualité de vie des gens. Elle se spécialise aujourd'hui dans la biomécanique et la mécanobiologie des tissus mous. Elle s'intéresse particulièrement à la prévention et à la guérison des blessures tendineuses et des plaies de pression. À son arrivée comme professeure à l'Université de Sherbrooke, elle a été la représentante régionale de la chaire CRSNG Alcan pour les femmes en sciences et génie au Québec. Elle a alors créé la trousse Le génie, c'est génial et a été l'initiatrice de l'activité Les filles et les sciences, un duo électrisant. C'est à ce moment qu'elle a saisi l'ampleur du défi de la sous-représentation des femmes en sciences et génie. En tant que titulaire de la chaire pour les femmes en sciences et génie, avec son équipe, elle s'implique activement dans le recrutement, la rétention et le développement professionnel des femmes en sciences et génie. Elle souhaite, entre autres, démystifier les sciences et génies, en faire connaître la portée sociale, offrir des modèles de femmes dans ce milieu et outiller les femmes ayant pris ce chemin pour qu'elles y restent et y progressent, tout en sensibilisant le milieu à cette problématique. Elle travaille également à rendre plus accessible, efficace et stimulant l'enseignement de la technologie au primaire et au secondaire. En parallèle, elle a été et est toujours membre de plusieurs comités régionaux, provinciaux et fédéraux, dont le comité organisateur régional pour le Gender Summit 11 ou 11 de novembre 2017 à Montréal et le conseil d'administration de l'Association de la francophonie à propos des femmes en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, la FESTIM. Elle a également participé au projet Saga de l'UNESCO. Donc, une madame très occupée, très engagée. On a bien hâte de vous entendre. Je vous cède la parole, Madame Langelier. Merci. Donc, je vais partager mon écran. Oui, je suis quelqu'un qui a besoin de visuel pour supporter, me guider dans mes propos. Je vais juste... Est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez le plein écran? Je ne vous vois pas. Oui, très bien. Oui, OK. Je ne vous reconnais pas, mais je vous vois très bien. C'est ça. C'est juste pour vous dire que j'ai mis plein de photos pour vous faire sourire aussi. Je mets très peu de texte, c'est vraiment juste pour me guider. Donc, on m'avait demandé récemment de parler de mon parcours. Et donc, ça a été un peu le cœur de la présentation que je prépare ici. Donc, à travers mon parcours et ce que j'ai vécu et mes réflexions maintenant de ce que je sais et de l'impact que ça a eu sur moi et que ça a sur d'autres personnes. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai construit ma présentation. Naturellement, comme on est quand même dans un moment limité, que vous êtes probablement des personnes qui connaissez ou avez choisi déjà votre profession. Je suis passée par-dessus le début, je dirais, de mon histoire. Mais comme je vous disais, ici, ça, c'est probablement... ça ne devait pas être le premier jour d'école parce que j'avais une tuque. Mais ça, c'est genre en première année. Donc, de là à où je suis aujourd'hui, il y a quand même tout un parcours et je vais vous en partager un peu.
Donc, je vais commencer justement avec mes études au baccalauréat. Donc, à gauche, qu'on voit, c'est une photo de mes amis et moi à notre bal des finissants. Donc, vous voyez que on était à peu près 10 de filles, puis c'est à peu près ça. Hein? On est à peu près 10 et je suis la seule fille du groupe. Et à droite, on me voit là, en train de travailler avec ma super imprimante et mon super ordinateur de l'époque. Donc, comme je vous dis, on était peu de femmes, mais c'est encore le cas aujourd'hui. Donc, la représentation féminine, ici, je me suis concentrée sur le génie, mais on peut voir qu'elle est quand même faible. Donc, je vais attirer votre attention sur la courbe en orange. Donc, ce sont les données des inscriptions au baccalauréat au Québec en génie 2019-2020. Donc, l'autre courbe, c'est 2007-2006. Mais donc, ce qu'on peut voir, c'est que pour génie électrique, mécanique, minier, informatique, physique, civile, donc ce qui est plus à gauche de l'écran, on est en dessous de la zone de parité, on est en dessous du 30 %. Donc, il y a des génies où on est plus proche de la parité. Puis, il y a des génies où il y a plus de femmes, comme le génie alimentaire, le génie biomédical. Mais donc, c'est un défi qui dure depuis longtemps. Les chiffres progressent, mais vous voyez que la courbe a augmenté. Là. On est passé de 2006-2007, la ligne pointillée à la ligne orange. Par contre, ça progresse quand même lentement. De façon générale, par contre, la situation des femmes, parce qu'il y a les chiffres, mais il y a aussi le bien-être, s'est amélioré avec les années. Donc, qu'est-ce que je peux parler de mon expérience à moi? Bien, premièrement, il y avait très peu de modèles féminins. Ici, vous voyez Claire Deschaines, que vous avez reçue ici, qui était la seule professeure de génie mécanique à l'époque. Et je pense que c'était une des premières étudiantes, sinon la première en génie mécanique à l'Université Laval. Et donc, des modèles féminins, on avait très peu. Il y avait quelques étudiantes aussi, une ou deux que je me souviens. Mais c'est un milieu très masculin. Malgré tout, j'avais un bon sentiment d'appartenance avec mes collègues, mais c'est sûr qu'il y a des moments où on sent une différence. C'est rien de méchant, mais mettons, on est une gang d'amis, on marche dans le corridor, on s'en va vers la cafétéria. Là, je me retrouve toute seule. Les gars sont tous en arrière. Parce qu'il y a quelqu'un qui a une nouvelle blonde, une nouvelle conquête, il parle de ça, puis après ça, ils viennent me rattraper. Tu sais. Donc, ça, c'est des choses que j'ai vécues. Je ne peux pas dire que ça me dérangeait vraiment. Ce n'est pas quelque chose que je me rendais compte. Je me suis rendu compte de la différence vraiment d'être une femme dans un milieu masculin plus tard. Tu sais, là, je le remarquais, mais j'avais l'impression que ça n'avait aucun impact sur moi, si je peux dire ainsi. Puis, il y a des choses que je remarque aussi aujourd'hui. Quand on fait des activités pour parler de ça, ce sont à l'université, bien, ça va être les étudiantes au doctorat et au post-doctorat qui vont venir. Un peu d'étudiantes à la maîtrise et très peu du bac. Donc, on remarque que ce sont des choses où on prend plus connaissance, où on voit plus l'impact avec le temps. Ici, on voit avec la famille, donc bon support de la famille, etc. Je voulais vous montrer aussi, donc à l'Université Laval, moi je suis à l'Université Laval parce que je voulais faire du ski au Mont-Saint-Anne. On a chacun nos façons de prendre nos décisions. Et donc à l'Université Laval, c'était quand même assez théorique, peu de stages. On pouvait faire un stage, mais tu sais, il n'y avait rien d'organisé, il fallait le trouver nous-mêmes. Et j'avais eu un contact dans la famille pour faire un stage dans une usine de peroxyde d'hydrogène. Et quand j'ai fait ça, je me suis dit, oh non, jamais je vais faire ça de ma vie. Donc, j'adorais mes cours. J'étais hyper bien à l'école, mais je détestais l'environnement d'usine. En plus, c'était une usine chimique avec des dangers, si je peux dire. C'est sûr, tout contrôlé, mais c'était pas quelque chose dans lequel j'étais à l'aise. Aussi, l'environnement, ça se passait généralement très bien, sauf des fois, quand je passais dans l'usine, je me faisais siffler par des gens qui travaillaient plus là, manuellement dans l'usine. Je faisais faire des commentaires, je passais à travers, mais à un moment donné, je devais superviser des soudeurs. Il y avait 2 fois mon âge.
ils savaient bien plus que moi. Ben, moi, j'étais le côté ingénierie, mais eux, ils étaient habitués à leur travail et tout, mais c'était des perles, ils étaient hyper gentils avec moi. Les ingénieurs étaient hyper fins. Donc, tu sais, ça dépendait. Là, il y avait un peu de tout. Ce que je peux dire, c'est que j'avais une très grande confiance en moi à l'école. Je contrôlais mes notes, je contrôlais tout. Ma confiance envers le stage, ma confiance envers le saut au passage du travail, ça, c'était pas là, par contre. Puis, on a fait une étude à la chaire sur des défis. On a interviewé environ 25 filles qui ont fait 5 stages en génie ou 3 stages en sciences. Donc, parce qu'à l'Université de Sherbrooke, on a quand même un écosystème de stages assez fort. Et là, j'ai mis quelques points parce que c'était vraiment plus élaboré que ça, le sondage. Mais 53% des étudiantes interviewées avaient le sentiment qu'elles étaient perçues comme différentes dans les stages. Il y en avait la moitié en génie, beaucoup moins en sciences, qui avaient le sentiment qu'elles devaient faire davantage leurs preuves en sciences. Mais là, j'ai mis en italique parce que c'était positif, mais malgré tout, il y en avait 41% des filles en génie qui avaient un sentiment, qui avaient un préjugé favorable envers les filles. Donc, il y a les deux côtés, comme les deux extrêmes. Le milieu, je dirais, était plus réduit dans ce cas-là. 56% disaient qu'en début de stage, elles manquaient de confiance. Par contre, avec les stages, au fil du temps, donc comme je vous disais, 5 en génie et 3 en sciences, le sentiment de confiance s'améliorait de stage en stage. Il y avait aussi des aspects positifs. Donc, la majorité percevait une ambiance positive, donc dans les relations avec les autres. Donc, comme je vous disais, perception de relations positives envers les superviseurs de stage, perception aussi positive envers les collègues et autres stagiaires. Ici, c'est quand même bien 39% parce que le négatif est petit en comparaison. Je dirais qu'il y a une grande partie où c'est neutre. Il y avait aussi une grande perception d'autonomie dans les tâches qu'on donnait aux étudiantes et elles aimaient ça. Donc, 61% aimaient l'autonomie qu'on leur donnait. 47%, mais beaucoup plus en sciences qu'en génie, avaient le sentiment qu'elles étaient soutenues. Donc, autonomes, mais avec du soutien. Par contre, en génie, il y en avait plusieurs qui avaient le sentiment qu'elles étaient moins soutenues. Donc, ça pouvait ressembler aussi à ça, moi, ma perception que j'avais des stages. Ensuite, mais à cause de mon manque de confiance, notamment, je n'étais pas prête à aller sur le marché du travail. Puis il y avait mon conjoint, lui, qui travaillait, il est en génie mécanique aussi. Vous allez le voir à quelques reprises. On était dans la même classe. Donc, lui, il travaillait dans une usine, par exemple, pour fabriquer des guitares. Puis moi, je me disais, acheter des dépoussiéreurs, faire venir l'électricien, c'est pas ça que je veux faire. Tu sais, je me reconnaissais pas du tout. Puis il y avait un nouveau professeur qui faisait de la biomécanique. Et j'ai eu la piqûre pour ça. Puis moi, j'étais bien à l'école, j'avais aucun plan de carrière. J'étais bien à l'école, donc j'ai décidé de continuer mon parcours. Donc, ce nouveau professeur-là est ici, Denis Rancourt. J'ai osé mettre sa photo parce qu'il est devenu un mentor, un collègue, un ami. Donc, pourquoi je suis là en génie biomédical, finalement? C'est bon, j'avais un ami qui s'intéressait à faire une maîtrise. Moi, comme tu dis, je n'avais pas de plan de carrière, vraiment. Il m'a parlé de biomédical, puis là, ma mère m'a dit, ah, tu sais, les papillons pour tenir les aiguilles, pour prendre les prises de sang, c'est un ingénieur biomédical qui a inventé ça. Donc, moi, ça a vraiment piqué ma curiosité. Parce que comme on a dit en introduction, je suis rentrée en génie mécanique pour dessiner des avions. Mais en cours de route, je me suis rendu compte que finalement, non. Mais avant ça, je voulais dessiner des planches anatomiques. Vous savez, là, dans les livres d'anatomie, les dessins, c'est un peu lugubre, mais moi, j'aimais ça. J'aimais le dessin, puis j'aimais l'anatomie. Donc là, ça unissait le génie biomédical, la mécanique, le biomédical, etc. Donc, j'adorais ça. Par contre, si
parmi vous, il y a des gens qui avaient fait des doctorats, ben, vous savez probablement qu'à un moment donné, on se remet en question, on frappe un mur, il y a des moments plus difficiles. C'était rendu très, très biologique. Mais justement, avec mon mentor, ça m'a aidé, tu sais, à rester, à réfléchir à ce que je voulais faire, etc. Il faut dire aussi que pendant mon doctorat, ici c'est mon directeur de thèse et son épouse qui travaillait à l'époque dans le même laboratoire. Je suis tombée enceinte. C'était pas prévu, mais c'était prévu, mais comme 1 an, 2 ans plus tard. Là, c'était comme une surprise. Et j'ai été hyper choyée parce que Michael et Caroline m'ont félicité. Et même Caroline m'a trouvé un local, m'a fait un lit. Puis elle m'a dit, quand tu vas être fatiguée, tu promets de te coucher ici, te reposer, etc. Puis tu sais, ça a bouleversé les choses parce que mon conjoint était à Québec. Moi, j'étais à Polytechnique. Je ne voulais pas accoucher, être en résidence. Donc, j'ai vraiment été bien entourée. Ça a mis fin aussi plus rapidement à mon doctorat. Puis je me rends compte aujourd'hui que j'ai été quand même choyée. Il y a des étudiantes qui m'ont déjà dit que c'est une parenthèse, ça a été réglé, mais que leur superviseur avait fait signer un papier comme quoi elle ne tomberait pas enceinte ou les étudiants ne pouvaient pas prendre de congé paternité, etc. Donc, je sais que j'ai vraiment été choyée, ce qui est normal, vous allez dire, mais de la façon dont ça s'est passé pour moi. Puis ça, c'est quand même eu un impact positif sur moi. Sans entrer dans les détails, je peux dire aussi que j'ai vécu une période où j'ai subi du harcèlement psychologique. Donc, c'était avant la loi sur le harcèlement psychologique au travail. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est très difficile, qu'on ne réagit pas nécessairement comment on aurait pensé qu'on réagit. Moi, à cette époque-là, j'ai pas été capable de porter plainte, d'aller là, en justice ou même aller à l'université pour faire des démarches. Mais parce que je devais me protéger. Ça m'a rendu malade. J'avais des jeunes enfants. Donc, c'est important que je prenne soin de moi aussi. Mais ça a eu un impact aujourd'hui sur qui je suis. Donc, quand je reçois un étudiant, une étudiante, je m'assure qu'ils vont bien. Si je vois que quelqu'un a besoin d'aide ou a besoin de repos, tu sais, je vais penser à ça avant de penser aux publications. Excusez-moi, qui ne vont pas sortir, etc. Donc, pour moi, c'est très important le milieu de travail dans lequel on est et comment ça se passe. Maintenant, je vais parler du passage comme professeur. Donc, partir de poste c'est quand même une grande étape, partir des études et devenir professeur et là, devoir monter un labo de biologie dans un département de génie mécanique. Ça a été toute une aventure. Puis ici, on voit pas mal les premiers étudiants et étudiantes là, qui étaient dans mon labo. Donc, moi, pour devenir professeur, quand j'ai passé l'entrevue, j'avais dit, savez-vous, il existe un programme qui n'existe plus maintenant, qui s'appelle le programme d'appui aux professeurs universitaires, qui était payé par le CRSMG. Et ce programme-là faisait en sorte que ça payait pendant 5 ans une partie du salaire d'un nouveau professeur ou une nouvelle professeure. Donc, ça devait être une femme dans un milieu où elles étaient minoritaires, donc en génie mécanique, ou par exemple une personne autochtone, parce qu'il y en a pas beaucoup qui sont professeurs. Donc, j'avais dit en entrevue que j'étais prête à appliquer sur ça. Pourquoi je vous en parle ici aujourd'hui? C'est que ce programme-là, on y a mis fin, entre autres parce que les femmes avaient le sentiment qu'elles n'étaient pas acceptées ou vues comme compétentes par leur milieu. Moi, j'ai eu la chance, encore une fois, ça ne s'est pas passé comme ça. 2 choses. Le programme a pu, pour y avoir accès, il fallait avoir la subvention de base dans notre domaine, qui est la subvention à la découverte. Donc, pour moi, je me dis, j'ai eu la subvention à la découverte, donc
j'ai eu mon check de compétences, OK? Ensuite, ça s'est passé aussi de la façon dont mon dossier, ce qu'on m'a expliqué des années plus tard, la façon dont mon dossier a été présenté à l'Assemblée professorale. Donc, on n'a pas parlé de la bourse à pu, on a présenté le dossier, les gens ont voté et ensuite, by the way, ça va nous coûter moins cher à cause de. Donc, ça fait que je suis bien, j'ai bien été acceptée par mes collègues. Par contre, j'étais capable de me le mettre à moi toute seule, le syndrome d'imposture. Quand je suis arrivée là, j'avais l'air d'avoir 17 ans. Et c'était tous des grands hommes. Et je sais pas, j'ai toujours eu, j'ai eu beaucoup ce syndrome d'imposture-là. Ça ressort. Parfois, c'est moins pire, beaucoup, avec les succès, puis en prendre conscience aussi. Mais vous savez, je vous ai parlé de Claire Deschênes, qui a eu des doctorats honorifiques, qui a des bourses nommées en son nom, qui a reçu des prix québécois et canadiens, et elle a aussi le syndrome d'imposture. Donc, tout le milieu aussi, puis notre socialisation, qui fait que plusieurs femmes dans des milieux minoritaires ont ce sentiment-là. Une chose que j'ai trouvée difficile, qui s'est quand même bien passée, là. Donc, j'ai 2 garçons, mais c'est quelque chose qui m'appartient, mais pour moi, c'était quand j'étais au travail, je me disais, mais je ne suis pas avec mes enfants. Quand j'étais avec mes enfants, je me disais, mais oui, je ne suis pas au travail. Et donc, c'était toujours pour moi dans ma tête difficile, plus dans ma tête que dans l'organisation, parce que j'ai encore un conjoint hyper impliqué dans la famille, hyper impliqué à la maison et tout. Donc, j'ai vraiment été choyée. Mais pour moi, ça reste quand même que carrière et famille, ça a été quelque chose de difficile, surtout quand on est en début de carrière. Les enfants sont plus jeunes et on a beaucoup de travail. Il me semble qu'on n'arrête pas d'avoir du travail. Donc, ça a été quelque chose de plus difficile pour moi. Aussi, comme on l'a dit en introduction, en arrivant comme professeur, j'ai eu une subvention de Claire Deschênes qui avait la bourse, la chaire CRSNJ à l'époque. Donc, c'était un petit montant pour faire démarrer des activités dans d'autres universités. Donc, on était 3 femmes dans d'autres universités qui ont eu ces petites subventions-là. Et là, j'ai vraiment comme été pris conscience, dans le fond, de mon cheminement, de l'impact d'être dans un milieu masculin, des difficultés rencontrées par les femmes, etc. Et ça, ben, je dirais que ça a teinté mon parcours. Pendant des années, là, j'ai fait ma recherche en bioingénierie, tout ça. Puis à un moment donné, est arrivé le concours pour la chaire, parce que ce sont des concours qui reviennent aux 5 à 10 ans. Et avec mon syndrome de l'imposteur, j'avais pris le courriel d'annonce, je l'avais mis dans la poubelle et mon collègue et ami, qui était mon superviseur de maîtrise, m'avait dit « Hey, Ève, la chaire, ça ne te tente pas? » Et là, je suis allée rechercher le courriel et j'ai appliqué. Et je dirais que ça a donné comme un second souffle à ma carrière parce que je me posais des questions, j'aime ce que je fais, mais je ne suis pas quelqu'un qui aime beaucoup la compétition. J'aime la collaboration. Et là, je me suis retrouvée avec une équipe vraiment de gens passionnés, qui aiment ce qu'ils font, qui veulent tout améliorer le sort, je dirais, des gens, etc. Et donc, avec ça, ben, puis tout le contexte actuel, donc le programme Dimension qui se passe actuellement, tout ce qui est en train de changer dans les universités. Puis ça nous a permis même à la faculté de génie qui ont fait le grand concours de bourse postdoctorale Claire Deschênes. On est dans un environnement qui est vraiment stimulant. Il y a des difficultés, oui, mais j'ai retrouvé comme une deuxième passion, si je peux dire ainsi. Et bien, ma plus grande fierté, ben, c'est ça. Je pense aujourd'hui, c'est l'impact positif qu'on peut avoir sur les milieux, sur les filles et sur les femmes en sciences et en génie. Donc,
moi, je me suis retrouvée prof sans plan de carrière. Donc, j'ai fait bac. Là, quelqu'un m'a parlé de la maîtrise. Ah, ça pourrait être cool. J'ai fait ma maîtrise. Un prof est venu me voir. Voudrais-tu faire un doc? Ah, je n'avais pas pensé à ça. Ben, pourquoi pas? Et donc, ça a été toujours un peu comme ça, de fil en aiguille. Puis tout d'un coup, il y avait un poste de prof qui s'ouvrait à Sherbrooke, dans une petite ville, montagne, que je puisse aller dehors, bouger. Bon, finalement, de fil en aiguille, je me suis retrouvée là. Pour moi, il y avait l'usine ou ça. Donc, on dirait que je n'avais pas, puis je n'étais pas quelqu'un qui faisait beaucoup de recherches sur les options. Puis comme je vous disais, les stages, c'est pas quelque chose qui était implanté beaucoup dans notre coin. Donc, j'ai regardé un peu, j'ai essayé de trouver des données pour vous. Donc, ici, ce sont des données de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Donc, vous voyez en gris pâle les femmes et en gris foncé les hommes. Donc, on voit un peu deux choses. On voit la répartition homme-femme dans pour chaque discipline. On peut voir donc, pas les disciplines, donc c'est pas génie civil, génie minier, génie informatique, c'est les secteurs d'activité. Donc, on peut voir qu'en génie, il y a le manufacturier qui est très gros, puis il y a les services professionnels aussi qui sont très, très, très forts. Dans ces deux-là, vous voyez que la proportion de femmes est plus faible. Mais vous regardez, il y a aussi de l'administration publique. Donc, et là, il y a plus de femmes. Il y a d'autres services aussi. Donc, c'était pour vous montrer que finalement, il n'y a pas juste le domaine manufacturier. On dirait que moi, mon esprit était là pas mal. Mais il y a vraiment plusieurs autres domaines où je n'aurais pas nécessairement, moi, pensé aller. Puis dans les carrières universitaires, qui était, comme je vous disais, la vision que j'avais, je vous ai mis deux diagrammes pour vous montrer la représentation des femmes selon les échelons, les niveaux, je ne sais pas comment appeler ça. Donc, ici, j'ai fait exprès, j'ai pris sciences de la vie. Donc, ce qu'on peut voir, parenthèse, ce sont des données qui datent. Il faudrait refaire une recherche là, pour les mettre à jour. Mais quand même, ça donne une idée. Donc, en prune, vous voyez le pourcentage de femmes versus en gris le pourcentage d'hommes. Donc, au baccalauréat, en sciences de la vie, il y a beaucoup de femmes, à la maîtrise aussi. Tu sais, souvent, on dit, c'est réglé dans ces domaines-là, il y a plein de femmes. Oui, mais si on remarque, à mesure qu'on avance, jusqu'au grade de professeur titulaire, la représentation des femmes diminue. Donc, dans les postes où on est mieux positionné, je pourrais dire, pour décider qu'est-ce qui est important en recherche, qu'est-ce qui est important en enseignement, par exemple, il y a moins de femmes. Les femmes sont moins représentées. Puis en génie, en sciences naturelles et en génie, excusez-moi, je reviens en arrière, c'est juste pour dire, si vous voyez, si on appelle ça le graphique en ciseaux, parce que les deux courbes se croisent, ici, il n'y a pas de ciseaux du tout. Donc, au baccalauréat, on part en dessous. Et bien là, c'est sûr que professeur titulaire, on est très, très bas. Donc, pour vous donner une idée, quand je suis rentrée à la faculté de génie à l'Université de Sherbrooke, on était 6 femmes sur à peu près 100 professeurs. Donc, on était très bas pourcentage. Puis maintenant, la faculté de génie à Sherbrooke est très, très proactive pour augmenter le nombre de femmes et bientôt, on va arriver à une vingtaine. Là. Donc, c'est un grand changement, mais ça s'est passé dans les 4 dernières années à peu près. Ce que je voulais dire aussi, c'est, je vous ai montré là, les graphiques où on voyait la représentation des femmes dans les différents milieux. Donc, Claire Deschaines, encore, a fait une enquête. Elle a interviewé plusieurs femmes dans différents milieux, petites, grandes entreprises, publiques, privées, régions, en ville, etc., à l'université. Puis, la grande conclusion, c'est que les femmes en génie aujourd'hui se sentent incluses et respectées et elles aiment leurs tâches. Oui, c'est pas parfait, mais en gros, c'est ça. Donc, il n'y a pas juste les chiffres, comme je vous disais, puis ça, c'est une belle amélioration. Par contre, il y a 2 endroits où c'est plus difficile. C'est les ingénieurs sur les chantiers de construction et les femmes professeurs. Donc, ce sont les 2 endroits où ça reste actuellement plus difficile. L'autre option que moi, j'avais zéro envisagée, c'était l'entrepreneuriat. Donc,
je vais vous inviter toujours à regarder la colonne de droite parce que ce sont les données de 2019. Donc, tout secteur confondu, tout et pas de spécialité, là. Donc, il y a 39% des entrepreneurs qui sont des femmes. Dans le service des biens, donc, on diminue à 11%, puis dans le secteur des services, on augmente à 45%. Donc, la représentation n'est pas équilibrée selon les domaines. C'est comme un peu aussi, tu sais, génie biomécanique puis biomédical, c'était très différent, mais c'est un peu la même chose. Ici, donc vous avez en bleu les hommes, en rouge les femmes et le pourcentage moyen homme-femme total, finalement en gris. Donc, l'endroit où il y a le plus de femmes en entrepreneuriat, c'est dans le commerce de détail. OK? L'endroit où il y en a le moins en pourcentage, donc en proportion, c'est dans les services professionnels, scientifiques et techniques. Donc, 7%. Donc, en entrepreneuriat scientifique, technologique, peu de femmes. OK? Donc, déjà, les femmes sont moins nombreuses que les hommes en entrepreneuriat. En sciences et génie, elles sont moins nombreuses. Et là, ben, en entrepreneuriat, en sciences et génie, ben, elles ne sont pas nombreuses. Ça, c'est certain. Mais je vais vous parler aussi, il y a des parcours atypiques. Je ne sais pas si vous connaissez Chloé Legris. Donc, Chloé est graduée de génie mécanique de l'Université de Sherbrooke. Elle est plus jeune que moi, donc elle a quand même gradué après moi. Quand elle a fini son bac, elle aussi, elle aimait ça. Puis, elle non plus, elle ne voulait pas travailler dans une usine. Elle a dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Puis, parce qu'on l'avait interviewée à la chaire, puis elle nous avait raconté qu'elle avait décidé d'envoyer, sans savoir rien, sans avoir aucune idée, son CV dans des CEPAC. Et finalement, elle s'est retrouvée au Mont-Mégantic. Et en discutant avec le Mont-Mégantic et tout ça, ben, ils ont mis sur la table un projet qu'elle a complètement développé avec eux, justement avec la réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic, donc de réduire la luminosité. Et donc, elle travaillait sur l'éclairage des villes, etc. Puis, elle a même gagné, je ne sais pas quelle année, mais un prix là, scientifique de l'année des années-lumière. Elle a fait un bon bout là. Ensuite, elle est allée chez Sherbrooke Innopol, qui aide là, justement les entreprises de la région, les commerces de la région de Sherbrooke. Et elle a démarré Espace Inc., qui est un incubateur, qui est un centre de formation pour les entrepreneurs de la région de Sherbrooke. Donc, il y a des parcours aussi, des fois, qu'on se dessine nous-mêmes. Hein? C'est ça, l'Espace Inc., c'est je pense que c'est sans but lucratif, mais c'est de l'entrepreneuriat d'une certaine façon aussi. On voit encore Chloé à la chaire. Donc, je voulais juste vous montrer aussi que l'entrepreneuriat, ben, en tout cas chez nous, puis j'ai vu d'autres sites d'université aussi, on en parle, on commence à en parler aux étudiants au bac, même si on est en génie. Donc, chez nous, on a un cours, par exemple, de 6 crédits qui s'appelle « Création de produits innovants ». Donc, en une session, les étudiants doivent générer une idée, tester leur idée, faire des books, c'est vraiment agile, et faire un pitch de vente devant des investisseurs à la fin. Donc, ils vont apprendre là, tout ce qui est en lien avec la pensée créative, la pensée critique, mais ils vont aussi voir comment développer en équipe multidisciplinaire des produits innovants en contexte d'entrepreneuriat, puis ils vont développer des compétences entrepreneuriales. Puis on a aussi un centre là, qui s'appelle CR+, qui est pour l'enrichissement des compétences pour les étudiants gradués. Donc, c'est souvent des étudiants de doctorat ou des post-doctorants, mais il y a aussi des formations d'entrepreneuriat scientifique. Puis chez nous, on a un groupe de recherche qui a démarré Concours Créatech. Concours Créatech, ça a lieu à chaque année. Donc, il y a des équipes qui sont invitées, entre autres les finissants des IMC 155, mais il peut y avoir des équipes d'étudiants gradués, d'autres équipes qui joignent, qui doivent faire un pitch de vente devant des juges experts qui vont être des investisseurs, par exemple,
il va y avoir des gagnants, ils vont repartir avec une subvention pour mettre leur entreprise en œuvre. Il y a aussi l'ACET. L'ACET, c'est l'accélérateur d'entreprises technologiques. Donc, c'est vraiment spécialisé dans la technologie. Puis ici, on dit là, des technologies novatrices ayant un impact sociétal positif. Puis Espace Inc., dont je vous ai parlé, auquel Chloé a participé. Puis eux, c'est vraiment d'accompagner là, les gens en entrepreneuriat à bâtir là, des entreprises innovantes. Donc, il y a comme des programmes. Quand tu es sélectionné, c'est un grand travail là, sur ton entreprise, sur toi, puis tu es coaché, puis tu as des formations, etc. Est-ce que les carrières en STEM, c'est un chemin plus difficile pour les femmes? Bien, je dirais, il y a des barrières, il y a des défis. Quelques défis, c'est naturellement, il y a les stéréotypes de genre. Okay? Les stéréotypes de genre, ben, c'est la façon dont on est socialisé. Rapidement, en gros, on apprend à quoi devrait ressembler une fille, comment il faut agir comme fille, à quoi ressemble un garçon, comment on agit comme garçon. Et ça nous reste dans la tête, ça teinte qui on est, ça teinte notre perception des autres aussi. Puis ici, je vous présente, là, c'est Debbie Sterling. Debbie Sterling, c'était une étudiante en génie mécanique aussi, qui a parti la compagnie Goldie Blocks. Puis, il y a un fameux TEDx, un TED Talk qu'elle a fait, où elle présente un peu son cheminement. Et elle avait décidé, parce qu'elle avait beaucoup de difficultés en dessin, en visualisation spatiale, elle se faisait même ridiculiser par son prof qui affichait ses dessins au mur pour rire d'elle. La fille lâché le génie à cause de ça, mais elle est restée. Puis elle s'est dit, comment je peux amener les filles à développer leur visualisation spatiale? Et elle a développé des jeux pour ça, pour les jeunes filles, donc les Goldie Blocks. Et quand elle essayait de vendre son produit, elle raconte, dans son TED Talk, elle arrive avec un plateau, elle avait couvert pour montrer aux investisseurs, puis là, elle arrive pour faire son pitch, puis là, tout le monde dit « Ah, tu nous as amené du café puis des beignes, est-ce que c'est toi qui les as fait? Merci. » Donc, il la ridiculisait et il ne croyait pas, mais elle a réussi, je pense qu'elle a fait du financement social. Elle a réussi, puis elle réussit très, très bien dans son entreprise. Puis, il y a aussi la double contrainte. La double contrainte, c'est nos stéréotypes. OK? Donc, on a le stéréotype de comment est une femme, on a le stéréotype de comment est un homme. Donc, une femme dans un milieu d'hommes. Donc, une femme ingénieure, par exemple, ben, on s'attend à ce qu'un ingénieur, parce que souvent c'est un homme, soit quelqu'un de grand, de compétitif, d'autoritaire, par exemple, et on s'attend à ce qu'une femme soit maternelle, chaleureuse, etc. Et donc, si une femme arrive dans un milieu d'hommes, il va avoir la double contrainte. Donc, on va dire d'elle qu'elle est trop émotive ou qu'elle est trop froide ou qu'elle est trop solitaire parce qu'on s'attend à ce qu'elle soit ouverte envers les autres, qu'elle est une tyranne, qu'elle est masculine, etc. Donc, ça va biaiser notre évaluation. Il y a déjà quelqu'un qui m'a dit, en entrevue, il y avait 2 candidatures qui restaient, puis quelqu'un m'a dit « Ah, lui, il a plus l'air d'un ingénieur qu'elle. » OK. Oui, parce que toi, tu as une vision, mais qu'est-ce que ça change? OK. Est-ce qu'il est plus compétent? À voir. Donc, avec les stéréotypes, naturellement, on a les biais. Mais bien conscient, j'essaie pas de dédramatiser, déculpabiliser les gens. Non, moi je dis notre cerveau, il est bien fait. C'est pour ça que pour être efficace, il apprend à faire des catégories. OK? Je m'en vais à l'hôpital, j'ai un enfant blessé, je cours, je vois quelqu'un avec un stéthoscope, je me dis, ah, c'est quelqu'un qui travaille ici. Donc, c'est utile. Mais notre cerveau, des fois, il peut se faire jouer des tours par les catégories qu'il fait. Donc, on a 2 vitesses. Si je peux dire notre cerveau, c'est très simplifié, mais on a la vitesse rapide. Et là, j'ai vraiment caricaturé, j'ai mis beauté désespérée, qui va nous dire, ah, une femme va être au foyer, va s'occuper des enfants, blablabla, faire des belles tartes, etc. Mais si on prend le temps, on se dit, OK, attention, est-ce que c'est un biais que j'ai? Est-ce que c'est mon cerveau rapide? Et je réfléchis, bien, je dis, ben, une femme peut aussi être ingénieure, peut aussi être entrepreneur, peut aussi être ça.
OK, mais puis pour vous montrer comment c'est un tour vraiment comme on se fait jouer, je vous montre l'échiquier d'Anderson. Regardez le carré A et le carré B. Donc, on voit bien que A est plus foncé que B. Maintenant, je vais aider mon cerveau, OK? Je vais aider mon cerveau pour essayer de déjouer. Donc, on voit que A et B sont de la même couleur. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Mais notre cerveau sait qu'il y a un carreau blanc pâle, un foncé, un pâle, un foncé. Donc, ici, ça ferait naturellement pâle. Et ici, que quand il y a de l'ombre, c'est plus foncé. Donc, lui, il a tout catégorisé et analysé. Là, en l'aidant, on est capable de contourner ce biais-là que notre cerveau avait. Donc, ces biais-là, ça se transpose aussi dans les embauches. Donc, ici, c'est une étude peut-être que vous connaissez, qui a été faite où on envoyait à des professeurs d'université des CV, on leur a demandé d'évaluer qu'est-ce qu'ils pensaient comme cette personne-là pour remplir un rôle de coordination de laboratoire. Les 2 CV étaient identiques. Tout ce qu'on a changé, c'est le prénom. Donc, un prénom masculin et un prénom féminin. Alors, l'homme a été jugé comme étant plus compétent, plus employable, s'est vu offrir un salaire plus élevé et il y a eu plus d'occasions de mentorat. Donc, ce sont des biais inconscients juste à cause du prénom. Puis là, on pourrait certainement faire la même chose avec des prénoms, par exemple, à consonance étrangère aussi, puis on verrait certainement des choses, ça a probablement été déjà fait. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même des façons pour nous aider à contourner nos biais. Il y a aussi le biais de similitude. Donc, j'ai fait exprès, j'ai pris une vieille photo, là, on en parle des fois, là, mais on voit Marie Curie, on voit Einstein, donc c'est un congrès en physique. Et donc, c'est pour montrer comment Marie Curie est habillée similairement aux autres, mais c'est la seule femme du groupe. Donc, le biais de similitude, c'est on est bien avec des gens qui nous ressemblent. On a confiance en des gens qui nous ressemblent. Et ça, c'est tout à fait humain, mais il faut en être conscient. L'autre chose que je voulais vous parler avec cette image-là, c'est la menace de l'identité sociale. Donc, quand on est dans un milieu qui ne nous ressemble pas, quand les conversations autour ne nous ressemblent pas, on peut faire de l'anxiété aussi moins bien performer. L'autre chose aussi qui se produit, c'est un exemple, c'est la menace du stéréotype. Donc, je vous amène sur l'image. Donc, on a à gauche 2 garçons qui font des maths, puis il y en a un qui dit « Wow, t'es pas bon en maths ». À droite, c'est une fille qui fait les maths. Et le garçon dit « Wow, les filles ne sont pas bonnes en maths ». Donc, pourquoi j'ai mis ça? C'est qu'on voit qu'il y a un stéréotype montrant que les filles ne sont pas bonnes en maths. Et ça commence, ce stéréotype-là, là, que les filles sont bonnes en communication, les gars sont bons en maths là, au secondaire. Mais si on met des filles dans un contexte où elles ont peur de confirmer le stéréotype, elles vont moins bien réussir. Donc, ça a été fait. Puis là, je vous parle des filles en maths, mais il y a plusieurs contextes différents. On a 2 classes. Un à qui on dit rien, par exemple, et on fait faire un examen. Dans une autre classe, on va dire quelque chose qui va rappeler ce stéréotype-là. Les filles, par exemple, les filles vont moins bien performer. OK? Donc, ça, c'est des choses aussi qui se produisent. Il y a aussi les microagressions. Donc, sans entrer dans les détails, je veux juste faire une petite nuance, OK, pour vous dire que microagression, là, c'est pas perçu par les personnes qui les vivent de la même façon. Il y en a qui vont vivre ça fort, il y en a qui ne s'en rendront jamais compte. Puis, chez la personne qui fait l'incivilité ou qui fait la microagression, il y en a qui s'en rendent compte et il y en a qui ne s'en rendent pas compte aussi. Fait que c'est plein de nuances de gris. Mais ici, je vais vous dire, par exemple, c'est la dame qui traîne des blagues sexistes. Je vais mettre ça aux archives. Puis l'homme qui dit « Laisse, c'est trop lourd pour toi ». Donc, on peut voir que ça peut être pris comme une plaisanterie, ça peut être vécu différemment. Mais ça, c'est micro. Mais quand on en vit régulièrement, à un moment donné, on peut ne pas s'en rendre compte, mais se poser la question « Est-ce que je suis à ma place? » Okay? Donc, ça a des impacts sur justement le sentiment de confiance, le sentiment d'appartenance et la motivation, etc.
Aussi, des exemples de freins pour que les femmes atteignent du leadership. OK, on a parlé du biais de similitude, parce que c'est sûr que si les gens qui donnent des postes de leadership ont le biais de similitude, ils vont probablement reproduire des gens similaires à eux dans ces positions-là. Il y a le fait qu'on a peu de modèles, donc difficile de défaire les stéréotypes, difficile de contourner le biais de similitude et difficile de se projeter, par exemple, comme femme dans un modèle. Les environnements hostiles. OK, les microagressions, ça peut être psychologique, ça peut être aussi physique, la décoration, le fait qu'on va quelque part puis il n'y a pas d'équipement de sécurité à notre taille, donc il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Présomption de linéarité, je vous donne un exemple en recherche. OK, en recherche, souvent, on a la vision qu'un ou une professeure a fait bac, maîtrise, doc, peut-être un postdoc ou deux, professeur. OK? Mais si la personne, à quelque part, a une famille, est arrêtée de travailler sur le marché du travail, a fait un détour, ça va nuire souvent à son évaluation. L'articulation travail-famille, aussi la difficulté de jongler avec ça, ou la perception des gens par rapport à ça, ça peut diminuer le leadership féminin. Puis, les marqueurs d'excellence biaisés, ici, ce que je veux dire, c'est, je vous réfère encore, par exemple, au milieu universitaire ou des demandes de subventions, ou les critères d'aujourd'hui, qui sont, par exemple, le nombre d'étudiants, d'étudiantes, le nombre de subventions, l'argent ramené, le nombre de publications, etc. Ça a été construit, ça, ces marqueurs-là, il y a longtemps, basé sur un modèle qui était plus traditionnel, homogène. Aujourd'hui, ça a changé. Est-ce que ces marqueurs-là sont encore bons? Est-ce que ces marqueurs-là n'oublient pas certains aspects de l'excellence? Est-ce qu'on se concentre trop sur la performance? Est-ce qu'on regarde assez la compétence et l'excellence? Donc, on pourrait se questionner beaucoup par rapport à ça, mais aussi voir, mais justement, avant, c'était beaucoup, par exemple, des hommes. Maintenant, il y a aussi des femmes, ça a changé. Est-ce que les femmes peuvent amener des choses différentes qui sont tout aussi bonnes? À réfléchir. Puis ici, c'est une enquête qui a été faite où on a demandé la perception des femmes qu'elles avaient par rapport à leur ascension ou à l'ascension des femmes à des postes de direction. Donc, il y avait naturellement les femmes qui craignaient, disaient que les employeurs ont probablement peur aux absences familiales, peur au congé maternité, probablement des préjugés défavorables envers des femmes qui occupent des postes de gestion. Moins d'ouverture que les hommes à une délocalisation pour un poste. Puis ici, j'en profite pour dire, souvent aussi, ce qui se produit, c'est on va prendre pour acquis que la personne va dire non. Donc, j'ai un poste, il y a un homme et une femme qui pourraient y aller, ou un chantier à l'extérieur, ou un poste pour quelque temps ailleurs, ou un voyage d'affaires. Mais, la femme a des jeunes enfants, c'est sûr qu'elle va dire non, donc on va l'offrir à son collègue. Des fois, les femmes veulent ça et sont organisées pour ça. Il faut leur poser la question. Le manque de confiance en soi, on en a parlé aussi, mais ce qui est intéressant à regarder, dans les STEM, où ce sont des milieux majoritairement masculins, les chiffres sont plus élevés du côté du manque de confiance en soi. Puis, le faible accès des parrains, marraines ou mentors, c'est la même chose. Dans les milieux majoritairement masculins, ça ressort davantage. Il faut dire que souvent, les femmes ont moins accès. Puis aussi, il y a peut-être moins, si on veut des mentors du même genre que nous, il y a aussi moins de possibilités. Donc, il y a des défis. C'est difficile pour certaines femmes, mais pourquoi? Pourquoi d'abord on voudrait plus de femmes en sciences et génie? Je vous donne premièrement la première chose, je vais retourner en arrière. La première chose qui n'est pas illustrée dans mes diapositives, c'est que ce sont des belles carrières. On peut faire des belles choses, on peut avoir du plaisir intellectuellement à faire ça. Et donc, pourquoi ne pas en parler, ne pas donner la chance aux femmes qui seraient intéressées d'y aller? Ça, c'est la base. Ensuite, il y a des trucs, on va dire, plus pratiques.
Ici, je donne des exemples, OK, où l'absence d'un groupe ou la présence d'un groupe affecte l'innovation et les priorités de recherche. Okay? C'était axé sur la recherche, mais ça peut être en dehors de la recherche. Okay? Ici, c'était une femme ingénieure qui a construit un terminal, qui était responsable d'un terminal au Nouveau-Brunswick pour les traversiers. Et basée sur son expérience de mère, elle a décidé d'inclure des tables à langer dans les salles de bain. Et maintenant, on en a partout des tables à langer dans les lieux publics. Et j'ai fait exprès pour choisir celle-là parce qu'on en voit même maintenant dans les salles de bain pour hommes. Avant, c'était juste dans les salles de bain pour femmes. Il y a beaucoup d'items de sécurité dans les voitures qui ont été innovés par des femmes, dont les crochets pour attacher les sièges de bébé ou les systèmes de communication, par exemple, en cas d'urgence. Il y a plusieurs médicaments qui ont été retirés du marché parce qu'ils avaient été testés chez les hommes en disant, en gros, qu'une femme était un petit homme, mais ce n'est pas le cas et c'était dangereux pour les femmes. Donc, ils ont dû être retirés du marché. Et si je vais sortir du contexte homme-femme, Google avait fait une application pour transférer des vidéos d'un téléphone cellulaire à YouTube rapidement. Puis après un certain temps, ils se sont rendus compte que 10% des vidéos étaient à l'envers. C'est parce que c'était tous des développeurs droitiers. Donc, personne n'avait pensé qu'un gaucher pouvait prendre son téléphone de l'autre côté ou une gauchère. Les crash test dummies qui ont été longtemps qui représentait longtemps un homme de taille moyenne. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus, par exemple, de blessures au cou chez les femmes. Il y avait aussi des risques de blessures plus élevés chez les hommes obèses, par exemple. Donc, encore une fois, c'est pour montrer que ça ne s'applique pas juste aux femmes. Et une étude relativement récente, c'est une étudiante du MIT qui avait remarqué que les systèmes de reconnaissance faciale fonctionnaient bien chez ses amis, mais pas chez elle. C'était une femme à la peau noire. Puis là, elle avait décidé même avec un masque comme ça, puis là, ça fonctionnait, mais pas avec son visage. Et donc là, elle a fait une analyse, et elle s'est rendue compte que les logiciels commerciaux courants de l'époque, ça fait comme quelques 5-6 ans, fonctionnaient bien chez les hommes blancs, moins bien chez les hommes de couleur et chez les femmes blanches, et vraiment moins bien chez les femmes de couleur. Et plus la peau était foncée, moins ça fonctionnait bien. Parce que ça avait été testé à la base sur des visages d'hommes blancs. Donc, quand un groupe n'est pas inclus dans la recherche ou ne fait pas partie des réflexions de la recherche, c'est... excusez-moi, je viens de voir le message dans le chat. C'est parfait. On en tient moins compte, là, justement. Donc, rapidement, des avantages, accès à plus de talents. Donc, il y a beaucoup de femmes, donc pourquoi ne pas aller chercher ce talent-là? On va avoir des préoccupations qui vont plus représenter la société, parce qu'on va représenter les préoccupations des hommes et les préoccupations des femmes qui sont différentes. On va avoir plus d'outils cognitifs, les points de vue, les façons d'aborder un problème, par exemple, pour résoudre des problèmes complexes. On va diminuer les risques associés à la pensée de groupe. Donc, rapidement, si on est toutes pareilles, on va penser toutes pareilles. Si on pense toutes pareilles, on va penser qu'on a raison parce qu'on ne se fait pas questionner. OK? Puis, il y a des corrélations entre l'accroissement de la performance et de l'innovation. Donc, voilà, j'avais préparé, si j'avais du temps, des petites choses, mais ça me fait plaisir de répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup, Mme Langelier. Merci. J'avais aucune idée de l'heure. Je cherchais tout à l'heure la référence. C'est pour ça que je vous ai fait un petit signe. Écoutez, on ouvre la période de questions. Vous pouvez ouvrir votre chat, tout le monde, si vous souhaitez inscrire vos questions dans le chat. Donc, il y a déjà Suzy qui dit « Merci beaucoup pour votre présentation. En quoi le fait d'avoir évolué dans un environnement masculin vous a façonné positivement ou négativement? » Vous aviez abordé ça un petit peu. On veut vous entendre davantage là-dessus. Oui. Mais écoutez, ça m'a façonné, point. Hein? Que ce soit positif ou négatif, ça m'a façonné, ça fait qui je suis. C'est sûr que
après coup, je réalise l'impact de la confiance que ça a eu sur moi. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai dû travailler. C'est sûrement pas dû juste à ça. Mais ça, je pense que ça en fait partie. Ça fait partie aussi d'apprendre aussi à prendre sa position, d'apprendre à dire qu'on n'est pas tout le monde pareil, puis qu'on a le droit à notre opinion, même si on est différent. Des fois, je leur dis des choses, là. Ah là, vous êtes bien fin, mais je me reconnais pas. Des fois, il faut que je le dise, tu sais. Avec l'équipe de la chaire, c'est toutes des filles, je suis tellement bien. Je leur dis, tu sais. Donc, je pense qu'il faut le savoir. C'est ça, donc je pense que c'est ça que ça a façonné. Puis de faire attention aussi, d'être vigilant aux différences, puis peut-être aux difficultés que certaines personnes peuvent rencontrer, qu'ils soient hommes ou femmes. Mm-hmm. Dans le fond, ce que j'entends, c'est qu'il faut affirmer qui on est. Hein? Vous avez eu besoin d'affirmer qui vous êtes quand vous dites ben, je ne me reconnais pas. Ben, oui. Pas avoir. Non, mais c'est important, c'est un beau message à transmettre à quiconque. Je veux dire, les gens, vous avez beaucoup parlé de perception dans votre présentation. Les gens ont des perceptions et elles peuvent être erronées, ces perceptions-là, à notre égard. Hein? Alors, je pense pour les femmes, mais pour quiconque, c'est important d'affirmer qui on est avec nos nuances, nos différences. C'est ce que j'entends là, à travers votre message. Tout à fait, puis c'est plus facile en vieillissant aussi. Oui. Quand on est jeune prof, déjà tout le monde est plus vieux, c'est un milieu d'hommes. Je regarde tout le monde comme ça parce qu'ils sont tous plus grands, tu sais. Ouais. Puis à un moment donné, tu fais, non, ça va faire. Moi, j'ai plus confiance. Qu'est-ce qui va m'arriver? Il ne m'arrive rien. J'ai le droit de dire ce que je pense. Tu sais. Mm-hmm. On a une autre question dans le chat qui est intéressante. Vous avez parlé des différentes options, entre autres, il y a l'entrepreneuriat pour les femmes en sciences et génie. Donc, la question est la suivante. Durant votre parcours, vous n'avez pas pensé à l'entrepreneuriat. Puis moi, j'ajouterais à ça une seconde question. Est-ce qu'on en parlait dans votre temps? C'est ça? Non, moi, je n'avais jamais entendu parler d'entrepreneuriat. J'ai personne dans ma famille qui est entrepreneur. Puis probablement que le manque de confiance m'aurait retenu aussi. Non, entrepreneuriat, des fois, on en parle. Mon conjoint, c'est parti une entreprise. C'est que j'ai vu le processus. Mais c'était quand même assez récent. Donc, non, on n'en parlait pas du tout. Il n'y a personne dans notre entourage. On ne parlait pas de l'après. Non. On ne parlait pas de l'après. On n'avait pas non plus d'offres de stage. On ne pouvait pas faire des stages ni dans des startups, ni dans des grandes entreprises. Ouais. Je vois un commentaire. Madame Métaux, est-ce que vous voulez le dire vous-même? Oui, je peux bien. Merci beaucoup, Madame Langelier. Je me suis beaucoup reconnue dans le parcours. C'est vraiment intéressant de vous entendre. Ce serait bien que vous puissiez partager votre témoignage avec nos étudiantes au Collège de la Cité. On est à Ottawa. Je me dis que ces messages-là devraient communiquer à tous, aux femmes, aux hommes, à tout le monde, parce que c'est important là, que tout le monde comprenne les enjeux, n'est-ce pas? Oui, c'est sûr, tout à fait, tout à fait. Puis, tu sais, les hommes, souvent, on fait des activités, les hommes sont bienvenus, mais il faut semer la graine pour dire « Hey, il se passe quelque chose, viens voir la différence » ou « Viens voir un point de vue différent » parce que sinon, ça fait partie aussi, je pense, un peu comme, pas le biais de similitude, ça n'a pas rapport, mais souvent, on pense que notre vécu, c'est le vécu de tout le monde. Juste parce que, ben, nous autres, c'est tellement notre quotidien, c'est ça qu'on vit, on pense que tout le monde vit la même chose. Fait que tant qu'on ne se fait pas semer une graine pour dire non, c'est pas tout le monde. Fait qu'effectivement, oui, il faut partager. Il est déjà 13 heures. S'il y a des personnes qui sont encore disponibles, si vous êtes disponible, moi, je suis Madame disponible. Langelier, on peut rester encore quelques minutes. Mais pour les personnes qui ne sont plus disponibles, qui doivent quitter, on vous remercie d'avoir été là avec nous, d'avoir assisté à cette rencontre aujourd'hui avec Madame Langelier, en espérant que vous en avez tiré des messages que vous pourrez appliquer à vous-même
et continuer de les transmettre à d'autres parce que ces messages-là, comme vous disiez, Madame Métaux, sont importants et c'est ce que j'entends aussi, c'est si on n'en parlait pas de l'entrepreneuriat, maintenant on en parle un peu plus. Notre projet à nous vise à communiquer cette possibilité-là, mais il y a encore pas mal de travail à faire. C'est ce que je comprends. Oui, mais au moins, c'est Oui. rendu au bac. Donc, si on en parle au bac, on sème une graine. C'est une possibilité. C'est pas pour tout le monde, mais il y en a qui vont se reconnaître. Il y a un autre message dans le chat. Je ne sais pas si ça... Oui, je vois un point d'interrogation. Donc, une question qui aboutit à ça. Merci pour ce généreux partage de votre histoire stimulante qui montre que vous avez tenu compte des contraintes, mais sans vous laisser arrêter. Ça, c'est important parce que ça aurait pu être un frein important. Vous n'auriez pas eu la carrière que vous avez là si vous vous étiez laissé influencer trop, de manière peut-être trop longuement par ces commentaires que vous avez peut-être subis, en tout cas que je comprends que vous avez subi dans votre parcours. Et donc, la question, comment voyez-vous l'avenir des femmes en sciences et génie? Est-ce que le gouvernement, les OBNL vont suffire? Quoi d'autre que vous pensez qui pourrait être fait? Bon, vous avez déjà une chaire, je pense que vous faites déjà beaucoup votre part, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Ah là là! C'est une grande question. C'est une grosse question. C'est une grosse question parce que c'est un problème qui est complexe puis qui est multidimensionnel, qui passe par la socialisation dès qu'on est petit. Petit et petite, parce que ça touche autant les femmes que les personnes qui entourent les femmes. Ça passe aussi par ce qu'on enseigne. Okay? Par exemple, en génie, je peux juste vous parler de génie, il y a des lacunes énormes dans le curriculum, dans le PFEQ, le programme de formation de l'École québécoise. Donc, au Québec, c'est différent, entre autres, dans d'autres provinces, mais on a des grandes lacunes là. On a des lacunes au niveau de la formation des enseignants et des enseignantes parce qu'il y a tant de crédits. Je dis des lacunes, là, mais c'est des choix. Okay? On a tant de crédits, puis il y a plein de choses à enseigner. Donc, il y a des choses où on enseigne moins, mais ça fait qu'il y a des choses là. Il faut agir, là, dans le fond, c'est chacun, je pense, il faut qu'on fasse ce qu'on est capable de faire à notre niveau, puis il faut en faire à tous les niveaux. Parce que, tu sais, il faut que les filles arrivent, donc il faut qu'il y ait un bassin, il faut les intéresser, il faut parler. Tu sais, en entrepreneuriat, vous avez un peu le défi qu'on a en génie. Les gens ne savent pas qu'est-ce que ça fait quelqu'un, une ingénieure ou un ingénieur. Là. On ne sait pas ce que ça fait, dans le fond, à moins d'avoir quelqu'un dans notre famille, mais souvent, des ponts, des voitures, des avions, c'est l'image à peu près qu'on a. Tu sais. Mais qu'est-ce que ça fait dans le quotidien? Tu sais? Mais ça travaille en équipe, ça nous a une créativité, il y a plein d'autres choses, on résout des problèmes. Donc, c'est un peu comme l'entrepreneuriat, il n'y a pas ça. Puis après ça, OK, c'est beau, mais une fois que les femmes ont choisi ce chemin-là, là, il faut qu'elles restent, il faut qu'elles progressent, il faut qu'elles puissent traiter puis donner, avoir un... Fait qu'il faut vraiment agir à tous les niveaux. Fait que je ne peux pas vous donner la recette, l'endroit où agir. Ce que je comprends à travers ce que vous venez de nous dire là, c'est que les messages doivent passer par plusieurs canaux. C'est ça l'idée, que ce soit dès la petite enfance, dans les garderies, dans les familles, à l'école, primaire, secondaire, vous êtes d'ailleurs bien investis à ce niveau-là aussi, mais tout au long de la vie et par différentes institutions, différents canaux, pour que ces messages-là finissent par faire partie de notre vie, faire partie de ce qu'on pense, de ce qu'on fait. Il ne faut pas changer les femmes, il faut changer le système. Tu sais. C'est ça. Parce qu'on veut, on est différents. Hein? Puis c'est ça qui fait la richesse d'avoir cette différence-là. Donc, il ne faut pas dire, ben toi, je te prends, puis tu fais, là, je vais te rentrer dans le moule. Tu sais. C'est ça, c'est le danger aussi, la dérive. Oui, tout à fait. C'est quelqu'un qui disait hier, qui ramenait une étude
mais j'ai pas les noms, là, mais c'est Karine Mona qui racontait que une étude avait été faite, puis justement dans les sciences et génies, pour attirer plus de femmes, souvent ce qui était fait, c'était on outille les femmes, puis on les fait rentrer dans le moule, etc. Puis en éducation, pour amener plus d'hommes, on augmente les salaires. Ouais. C'est ça. Écoutez, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui voudrait poser une dernière question. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Michel. Oui, Michel veut poser une question. En tout cas, je veux juste dire que dans le chat, il y a beaucoup d'appréciation de votre conférence aujourd'hui. Ça, à plusieurs reprises, là, les gens se sont exprimés dans le chat. Michel. Oui, je voulais juste, en terminant, vous dire qu'au tout début, j'ai mentionné que je ne vous reconnaissais pas entre la première photo de vous à l'école. Mais maintenant que j'ai vu votre sourire, au fur et à mesure que vous racontiez vos épreuves, je me dis, cette petite fille-là avait un sourire prémonitoire. Écoutez, on pourrait peut-être se quitter là-dessus. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir démystifié le lien entre la petite fille qui voulait dessiner des avions et ses différents intérêts. Donc, le dessin, entre autres, mais la mécanique, la biologie, on comprend mieux maintenant comment ce premier désir-là a fini par aboutir à la carrière que vous avez maintenant. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.